Salut tout le monde! Bienvenue à cet autre épisode du SOS Podcast. Mon chum Yohan Lennes qui est à ma droite. Yohan, performance incroyable d'Alex Volkanovski cette fin de semaine. Et on va lui donner ses fleurs dans quelques instants. Mais tout d'abord, on parle peu des perdants. Hein? Ouais. Puis là, il y a une vidéo qui est sortie récemment, aujourd'hui ou hier, sur les médias sociaux qui montre Diego Lopez après sa défaite contre Volkanovski. Honnêtement, c'est difficile. À quel point, pour les gens qui n'ont jamais fait les sacrifices là, que ça demande de se rendre là, à quel point c'est difficile de perdre un gros combat comme ça. C'est difficile, c'est démoralisant, c'est déstabilisant, c'est décourageant. Tous les heures, tous les sacrifices, comme tu l'as mentionné, qu'on met à l'entraînement. Puis tu sais, souvent, ça va vite. Là, Lopez, c'est une défaite, OK, ça a été un gros combat. Ça a été 5 rounds, ça a été vraiment une grosse guerre, tu sais. J'imagine même pas à quel point ça doit être crève-cœur lorsque c'est un 30 secondes, un coup que tu vois pas arriver, puis là, tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé, tu sais. Mais écoute, là, l'important, c'est d'avoir une bonne équipe autour de toi, un bon entourage, puis d'essayer de pouvoir remonter la côte, parce que Lopez, il est loin d'être terminé. Ah oui. Il est jeune, il vient de donner une guerre à l'ancien champion, le grand Volkanovski, donc ça va être à lui d'être bien entouré puis de remonter la pente, mais wow, le retour du grand Volkanovski. Ah ouais. On en parle et bien plus parce que c'était un UFC 314 tout simplement magistral du début à la fin. Bienvenue au SOS Podcast. SOS! Attention, ça va frapper. Spectaculaire, flamboyant. Des athlètes de haut niveau. Des champions des arts martiaux. Préparez-vous, le combat commence. Dans l'octogone, Ben Baudouin. SOS Podcast! Eh oui, bienvenue au SOS Podcast. Hey, attendez, là, mon micro est là. Mais attention, avant que j'oublie, mon chum Yohan m'arrive avec un beau cadeau en studio. Yes. J'aimerais ça prendre le temps. Team White Lion. Merci pour le cadeau. Puis là, tu m'as dit que t'en avais presque plus. Ils sont presque tous vendus. Ça part vite, fait que commandez-les rapidement. Commandez-les, écrivez-nous, écrivez à Yohan, commandez-les, il va être obligé de faire commander une autre batch. Yes, exactement. Faites son ça vite. fournisseur. Mais merci. Ouais, tu voulais remercier les gens? Si je peux prendre le temps de remercier, j'ai 2 nouveaux commanditaires qui sont ajoutés à moi, là. Infini Granit, qui font des comptoirs en granit, et Hyundai Riendo. Bon, savoir, j'ai peut-être des rénaux de cuisine à faire. Ouais, exactement. Et Hyundai Riendo à Sainte-Julie, qui m'aide énormément depuis 2-3 combats, donc vraiment, je vais prendre le temps de les remercier. Et tu le portes, il est magnifique, le chandail, Merci très beau beaucoup. logo. Team White Lion. Volkanovski contre Lopez, UFC 314 en finale. J'étais à Miami, j'étais en coulisses. Et si vous avez la vidéo dont on parlait, là, c'est l'agence de Diego Lopez c'est un gros montage de 13 minutes. Puis on voit, c'est avant le combat, la préparation, comment il est en des bonnes. Tu vois qu'il y a du fun, il est stressé, mais en même temps, tout le monde essaie de le divertir, de lui changer les idées, puis l'agonie de la défaite. Son agence, ça s'appelle... fait mal, on le voit, là. Ouais, Iridium Sports Agency, vous allez trouver ça sur tous les sites, sur les médias sociaux. C'est un gros montage de 13 minutes, mais honnêtement, c'est venu me chercher parce que ça fait mal au cœur, puis c'est un combat dur. Volkanovski, quelle performance quand même, parce qu'il savait... Tu sais, c'est un vieux routier, hein, c'est un vieux loup. Il savait que Lopez allait être agressif, il savait que Lopez avait une grosse force de frappe, et que son plan de match, c'était clair. C'était de rester à distance de frappe, de faire en sorte que Lopez puisse pas prendre ses airs. Son jeu de pied est incroyable, puis son jab, honnêtement. Le jab a bien touché 36 aussi. ans. Ouais, wow. pour couper les attaques. Il coupait beaucoup les attaques avec le jab et était en mesure de pouvoir contre-attaquer par la suite. De revenir de 2 KO. Oublions pas ça, là. Il revenait de 2 KO, affronter un jeune combattant explosif, dynamique contre Lopez. Le premier round était primordial pour lui. Puis comme tu l'as mentionné, revient en force. Utilise son jab, envoie... Est-ce que tu avais des doutes qui pouvaient offrir ce type de performance-là? Et si je me trompe pas, Volkanovski est à 36 ans en ce moment. Ça avance pour lui, veut pas. Donc, 2 gros KO comme il a subi. Un menton se souvient de ça. Là, a mangé des bons coups contre Lopez. A démontré... Il branlé un petit peu au 4e. Exactement. A démontré qu'il était encore solide. Et pour sa confiance, ça doit venir vraiment le rassurer. Là. Ça doit te mettre en confort, là, une performance comme ça. Là. J'ai pas le nombre de fois où ça a été tenté, mais Volkanovski est devenu le premier combattant âgé de plus de 35 ans ou plus, à remporter une ceinture à l'UFC
dans les catégories 155 livres et moins. C'est déjà arrivé à 170 livres 3 fois. Tyron Woodley 2 fois et Belal Mohamed en juillet dernier à 36 ans qui est allé chercher une ceinture. C'est déjà arrivé chez les 185, les 205 et tout ça. Mais dans les plus petits poids, là, où la vitesse est primordiale, jamais un combattant de 35 ans ou plus avait été chercher une ceinture. Volkanovski est le premier. Il redevient champion à nouveau. C'est vraiment là, une très belle histoire pour Volkanovski. 165 contre 71 au niveau des coups significatifs. La précision. L'avantage de Volkanovski et son niveau de précision 2 fois plus précis que Lopez. Lopez frappe plus fort. Mais au niveau de la technique, là, ça a été justement une clinique là, de Volkanovski au niveau de la technique. Oui, au niveau de son arsenal de coups, comme tu l'as mentionné, surtout les déplacements. Ses déplacements, travailler avec son jab, c'est pas fait toucher beaucoup. Il a mangé des coups. Il avait des grosses marques, mais c'est ça a été une guerre de 25 minutes. Exactement. Donc... Puis on le sait, Lopez, quand il lance, c'est toujours avec autorité. Puis justement... Parfois, c'est le style qu'il a avec ses longs cheveux. Il bouge beaucoup la tête. C'est très spectaculaire de la manière comment il se bat. Mais c'est sûr que quand il cogne toujours pour faire du dommage. Là. Et grâce à sa technique, à ses déplacements, son jab qui venait toujours freiner, frustrer à chaque fois quand ça rentrait. Puis on dirait que ça le prenait toujours Lopez par surprise. Tu vois que Lopez, à la fin, il était frustré. Là, il voulait essayer de provoquer un petit Volkanovski, de lui dire « OK, reste-toi les pieds plantés, là, puis là, on va échanger, voir qui... » Exactement. Fallait pas faire ça pour Volt, qui a été, encore une fois, qui a été plus brillant. Là. C'est ce qui démontre à quel point le jab est dominant au niveau des arts martiaux mixtes. On le sait qu'en boxe, OK, oui, le jab est dominant, mais au niveau des arts martiaux mixtes, le jab est tellement dominant, spécialement avec des gants 4-11. Ça fait du dommage au niveau du visage. Là. Ça prend 2-3 bons jabs, puis ça fait beaucoup de dommages. La suite pour les deux. Volkanovski, tu le vois contre qui? Evloev, Yair Rodriguez, quelqu'un d'autre? Evloev, ça serait vraiment tout un combat. Là. Écoute, je pense que Volkanovski a pas le choix de défendre sa ceinture contre le prochain aspirant. Est-ce que c'est Rodriguez avec la performance qu'il a faite contre Pitbull? On peut lui donner certainement. Ce serait un chapitre 2. Là. C'est une bonne question. J'ai hâte de voir où est-ce qu'on s'en va avec ça parce que j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de mouvements avec ce gars-là. 100%, parce qu'il y a eu beaucoup de gros combats à 145 livres. Si on se ramène à la semaine passée aussi avec Lerone Murphy qui a battu Josh Emmett. Movsar Evloev, lui, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est 19-0, 9-0 à l'UFC. Il est présentement classé numéro 2. Parce que... numéro 3, parce que Diego Lopez, aussi étonnant que ça puisse paraître, il était classé 3. Il a grimpé d'un rang. Donc, il est rendu 2. Toujours Max Holloway qui est classé 1. Holloway, on ne s'attend pas à ce qu'il revienne à 145 livres. Ou en tout cas, je pense qu'il de plus en plus de rumeurs qui disent qu'il va avoir un combat contre Poirier. Dustin Poirier, cet été au mois d'août. On en parle beaucoup. Evloev qui est 3. 19-0, 9-0 à l'UFC. Son seul problème, c'est que c'est 9 décisions. Il est dominant. Exactement. Il est dominant, mais il va chercher des grosses victoires, mais pas spectaculaires. Exactement. Donc, on le sait, Dana White, ce qu'il veut, c'est des combattants qui terminent ses combats, spécialement pour un combat de championnat. On va voir. Et pour Lopez, je le disais, maintenant 2e au classement. Moi, je le verrais contre Lerone Murphy, peut-être. Wow. Qui est rentré dans le top 10 la semaine passée. Sinon... Oublions pas, Murphy, il s'en vient lui aussi. Là. C'est ça, lui aussi. Avec ses victoires, il est pas très loin. Là. À moins qu'on fasse un autre combat éliminatoire entre Yair Rodriguez et Evloev, où on donne le combat, où on donne Evloev. En tout cas, bref. C'est vraiment très, très... Il y a beaucoup de combattants là, qui sont dans la liste pour le championnat. Là. Et on va parler de John Silva dans quelques instants. Demi-finale, Paddy Pimblett contre Michael Chandler. Bon. Est-ce que Paddy de Baddy t'a convaincu? Est-ce que de un, tu doutais? Puis si oui, est-ce qu'il t'a convaincu? Je doutais, oui. Écoute, Paddy, oui, c'est sûr qu'il m'a convaincu. Là. Je peux pas dire le contraire. Là. J'ai l'impression qu'il continue à s'améliorer. Ou c'est vraiment ça qu'on voit. On voit une évolution. Je pense qu'il mérite sa chance contre un top 10 puis qu'il se rapproche du top 5. Avec des performances comme ça, avec la popularité qu'il a surtout, il a démonté Michael Chandler. C'était pas des jokes. Avec son coup de genou à la volée, c'était incroyable. Donc, c'est une performance dominante contre un vieux routier, OK, peut-être qui n'est pas sur une bonne lancée, mais par contre, il a été dominant, il a été spectaculaire, il a donné un spectacle vraiment incroyable. 7-0 à l'UFC maintenant avec 5 bonnies. Donc, non seulement il gagne, mais il gagne de façon spectaculaire. Et là, c'était pas juste une victoire contre Michael Chandler, c'était une humiliation. Une humiliation, exact. Disons-le comme ça, là, parce que c'était vraiment ça, c'était une leçon. T'sais, Chandler n'a pas été capable de toucher. Il se déplaçait, il envoyait des kicks, des jabs, gauche-droite. À partir de la aller chercher le dos. Mettons le premier... La première moitié du premier round,
c'était égal ou c'était compétitif. Normal, il s'étudiait beaucoup. Il est arrivé quelque chose, Chandler s'est fait toucher. J'ai l'impression que ça c'est a été après ça le début. Quand Paddy Pimblett est allé chercher le dos à Michael Chandler et que Chandler a juste pas été capable de sortir pratiquement du premier round au complet, mentalement, ça a dû être très difficile pour Chandler. Donc, je le disais, quand même convaincant avec ses bonnies de performance en plus. Parlons de son prochain combat, parce que là, il est classé 8e maintenant. Donc, il vient d'entrer dans le top 10. Est-ce qu'on lui donne un Gaethje? Un Oliveira à son prochain? Wow! On est rendu là. Si on voit le combat que Gaethje et Chandler avaient fait, puisque Paddy Pimblett a fait avec Chandler, on n'a pas le choix de donner à Paddy Pimblett un Gaethje, un Oliveira ou les prochains qui sont dans cette catégorie-là. Là. Tsarukyan, qu'est-ce qui va arriver aussi? Est-ce que c'est Tsarukyan? Est-ce que c'est Topuria qui va avoir un combat de championnat? Topuria puis Paddy Pimblett, il y avait beaucoup d'animosité entre ces deux-là. Là. Ah ouais, puis il y en a encore, je te confirme. Ça pourrait être tout un combat, ça. Si on donne pas un championnat tout de suite à Topuria, ça serait... Au niveau de l'argent, ça se vendrait tout un combat. Ça se vendrait tout seul, effectivement. Et Chandler, lui, a 38 ans. 5 défaites à ses 6 derniers. Honnêtement, je pense pas qu'il va prendre sa retraite, mais je pense qu'il devrait prendre sa retraite. Je sais pas ce que tu en penses. Mais après, avec une performance comme ça va être... Et ça fiche. Tu sais, c'était le fun, là, il perdait, mais il perdait contre... OK, c'est correct de dire je perds contre Oliveira, je perds contre Gaethje, c'est les meilleurs au monde, nanana, puis je donne toujours des bons combats, c'est vrai. Mais là, cette fois-ci, tu viens de perdre un gars qui était classé vraiment en arrière de toi, qui est venu te voler ton arme, puis t'as pas été dans le combat d'une seconde. Celui-là fait mal, puis ça va être très, très, très difficile. Tu sais, il était toujours à une grosse victoire ou à une grosse performance d'un combat de championnat ou d'un combat significatif. Chandler, là, il vient de reculer par à peu près. Oui, mais tu sais, on le sait, Chandler, il a du millage, là. Il a fait sa carrière avec Bellator. Il est arrivé à l'UFC. Il était en fin de carrière. Il s'est mis à affronter les meilleurs dans la catégorie de l'UFC qui, eux, étaient dans leur prime, si on peut dire ça comme ça. Tu sais, a fait des gros combats, fait des grosses performances, mais a eu beaucoup de dommages. Puis là, on le voit, là, il a du dommage. Peut-être que la vitesse, ça va trop vite pour lui à l'âge qu'il a maintenant. On le sait, c'est un gars qui l'adore. Il adore s'entraîner. Toujours dans le gym, toujours en train de s'entraîner. Tu sais, c'est un gars qui fait ça. Puis je pense que même s'il arrête de combattre, il va continuer à s'entraîner quand même parce que tu sais, ça fait partie de lui. Par contre, oui, pour sa santé, complètement d'accord avec toi, faut accrocher les gants. Là. À suivre donc. Énorme victoire pour Paddy Pimblett. Yair Rodriguez contre Patricio Pitbull. Il accueillait Pitbull, quadruple champion de Bellator, faut-il le rappeler, à l'UFC. Grosse domination, grosse performance de Yair Rodriguez. On ne peut vraiment rien lui reprocher. J'ai beaucoup de reproches à faire à Pitbull. Il a été sur le neutre du début à la fin. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'a rien essayé. Hein? Il a mis un peu de pression, mais je ne veux pas faire l'avocat du diable. Yair Rodriguez, quel athlète, quel kick, quel déplacement, les kicks incroyables, le jab, la distance. Tu sais, j'ai vraiment l'impression que Pitbull était pas en mesure de couper la distance, mais pas du tout. Non, exact. Et les kicks faisaient du dommage. Mais oui. Un bon plan de match contre Pitbull qui est vraiment plus petit, là, un combattant plus court sur patte et comme tu dis, contrôle la distance. Incroyable, avec des attaques un peu imprévisibles. Hier, ça a toujours été ça, ça marque de commerce. Ses déplacements gaucher-droitier fait en sorte qu'il prend énormément de distance rapidement, peut envoyer des kicks sans arrêt, mais comme tu l'as mentionné, Pitbull ne s'est même pas trempé, n'a rien essayé. Là. Pour elle, il a été inactif. Quand je voyais le combat, je trouvais Rodriguez en contrôle et élégant, mais en même temps, de l'autre côté, il se battait contre quelqu'un qui n'envoyait rien. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit combat facile. Oui, exactement. Et là, je me demande, est-ce que c'est suffisant? Puis là, ça s'est rendu à la fin, une décision. Est-ce que c'est suffisant pour obtenir un combat de championnat, une revanche contre Volkanovski? Volkanovski a passé le KO à Rodriguez en 2023 en combat de championnat, donc... J'aurais voulu en voir plus de Yair Rodriguez. Ouais, je suis d'accord. Ouais, aussi. Exactement. J'aurais voulu voir un finish. On sait qu'on est en contrôle. Clairement, il est en contrôle. Il n'a pas senti qu'il était en danger dans ce combat-là. Il aurait pu peut-être essayer de pousser la note pour terminer le combat un petit peu plus. Exact. Jean Silva, Bryce Mitchell. C'était pas sur ma carte de bingo de voir Jean Silva passer une soumission à Bryce Mitchell, un ninja choke, étranglement ninja. Il a tout donné pour la guillotine au premier round. Ouais. On se dit, est-ce qu'il a laissé toute son énergie? Non, il a réussi à reprendre le dos, il a ébranlé, il est allé chercher c'était pas son dos, c'était sur le côté pratiquement là, pour cet étranglement-là. Honnêtement, qui va arrêter Jean Silva? C'est vraiment un combattant qui...
Puis ce qui arrive avec Jean Silva, c'est que j'ai l'impression que tu as 2 combats à gagner. Tu as un combat qui est dans la cage, puis tu dois avoir un combat psychologique à l'extérieur de la cage. Parce il y a une grosse aura, là, puis il y a des confiances grosses comme la table. En ce moment, c'est ça qui se passe avec lui, là, puis il le sait, puis c'est pour ça puis je pense qu'il le fait bien. Puis tu sais, puis je pensais à ça tantôt, cet après-midi, puis je me disais, j'ai l'impression que Jean Silva est en train d'aller chercher, puis vous allez peut-être trouver que j'exagère, mais ce que Conor McGregor a créé dans ses débuts, tu sais, au début, Conor McGregor créait quelque chose, on savait pas que ça allait être la superstar de l'UFC, mais il y avait quelque chose autour de lui. Mais Jean Silva, en ce moment, il y a vraiment quelque chose d'énorme autour de lui et termine ses combats de manière spectaculaire. J'ai vraiment hâte de voir ce qui s'en vient pour lui, là. Ouais, le seul problème, entre guillemets, au niveau marketing, c'est l'anglais. Il parle pas anglais. Mais honnêtement, ultra. Ça a été mon coup de cœur de la semaine, ça, à Miami. Okay. J'ai fait 2 entrevues avec lui. Une le mercredi. Et avec son traducteur. Il parle pas du tout anglais? Il parle pas du tout anglais. Okay. Mais tellement sympathique parce que son nom verbal est. Puis là, moi, j'essayais de lui dire des mots en portugais. À chaque fois que je lui disais un petit mot en portugais, je connais à peu près 2. Merci. J'ai regardé merci, obrigado, et j'ai regardé félicitations pour après son combat, parabéns. C'est les 2 mots. Puis à chaque fois que je disais un mot en portugais, il était comme ouais, bravo. Puis là, son traducteur, soit Derek ou Fabiano, qui était là, puis qui traduisait, puis tout ça, puis on jasait, mais. Hey, je pense qu'après son combat, il a passé 1 heure en arrière à donner des entrevues. Là. Ah ouais, hein? Il aime ça, là, tu sais, puis il trippe, puis là, il amène son monde avec lui, puis il nous présente sa femme, il nous présente son coach, il amène ses grosses lunettes avec un tête. Tu sais, tu vois, là, il capote, là, il dit dans 2 semaines, j'ai vu Sean Shelby tantôt, dans 2 semaines, là, je serais prêt à me rebattre. Tu sais, le gars, il veut se battre, là, puis il veut battre le fer pendant qu'il est chaud, puis il connaît la game, il comprend, là. Il est investi à 100% dans son rôle, puis je pense qu'il le joue très bien. Puis là, c'est à lui d'essayer de, je pense, ne pas se perdre là-dedans. Mm-hmm. Parce que là, ça peut te monter à la tête, un rôle comme ça. 2-3 autres grosses victoires comme ça. Ça va aller ça va être de plus en plus dur, là. Parce que là, si on lui donne... Oui. Moi, je regardais ça, tu sais. Est-ce qu'on lui donne un Murphy? Est-ce qu'on lui donne un Emmett? Est-ce qu'on lui donne ces gars-là? Là, ou est-ce qu'on lui donne justement Yair Rodriguez? Tu sais, si on donne pas le combat de championnat à Rodriguez, est-ce qu'on fait un combat éliminatoire Rodriguez-Silva, tu sais? Parce que tous les noms qu'on mentionne depuis tantôt, c'est tous des noms qui sont dans la même catégorie que Jean Silva. Est-ce qu'on lui donne Lopez? Oui, Lopez. C'est à voir pour lui. Lui semble vouloir embarquer dans la crème de la crème et vouloir affronter les meilleurs. Écoute, je pense qu'avec les performances qu'il fait, il est rendu là. Faut juste qu'il fasse le poids. Il nous a fait une petite frousse à la pesée. Une fois, oui. Hein? Une fois, il a raté le poids contre Charles Jourdain, justement. Ouais, c'est ça. Ça, c'était drôle, parce que ma première entrevue, quand je lui ai dit que je venais de Montréal, ça a été sa première réaction. Il s'est mis la tête dans... Il dit, je m'excuse, Charles. Tu dois m'haïr. Je suis comme, pourquoi? À cause de Charles Jourdain. Je suis comme, ben là, non, là, tu sais. Tu l'as battu, tu sais. Puis même Charles, il a fait des vidéos après, si je me trompe pas, puis il te félicitait, là, tu sais, puis tout ça. Puis quand je l'ai revu après son combat, il m'a dit, Charles, il m'a écrit personnellement pour me souhaiter bonne chance contre Bryce Mitchell. Il était dans mon... Il prenait pour moi, tu sais, tout ça. Fait que, tu sais, Charles accepte que ce soir-là. Ouais, c'est un bon joueur, Charles Jourdain. Ouais, 100%. Il connaît bien la game, il s'est jamais fait cogner comme il s'est fait cogner contre Jean Silva. Il s'est jamais fait passer le KO. Donc, mais bref, tout ça pour dire que Silva, 16-2, 15 de ses 16 victoires avant la limite. Sky's the limit. Ouais. Sky's the limit. Rapido. Sur la carte préliminaire, il y a eu Virna Jandiroba contre Yan Xiaonan. Victoire convaincante de la brésilienne Jandiroba, qui elle vient d'aller se magasiner un combat de championnat. Ouais, on n'a pas le choix de la mettre en combat de championnat. Un contrôle, en plus, c'est une domination, encore une fois. Puis, c'est pas surprenant parce qu'on le sait que c'est ça qu'elle fait. On s'attend pas à l'avoir échangé debout, à l'avoir travaillé avec son Muay Thai ou son kickboxing. On le sait qu'on va voir un combat de jiu-jitsu, un combat de lutte un petit peu plus. Et elle réussit quand même à être dominante dans cet aspect-là, à imposer sa discipline. Donc, elle a pas le choix. Elle se dirige vers un combat de championnat, là. Contre Zhang Weili, potentiellement, à moins que Zhang Weili décide d'aller faire un super combat contre Valentina Shevchenko à 125 livres. Mais là, on vous rappelle que Valentina défend sa ceinture, elle à Montréal. Donc, il y a beaucoup de pièces là, dans tout ça, mais elle était très, très, très émotive. Jandiroba, elle le sait, là, que c'était sa grosse victoire qu'elle devait aller chercher contre celle qui était classée numéro 1. Donc, reste à l'UFC à faire sa part des choses et à Zhang Weili d'accepter un combat contre elle. Dominique Reyes contre Nikita Krylov, on s'en parlait quand on a fait le podcast la semaine passée, puis j'en ai reparlé avec mon chum Carabine sur son podcast, puis je disais, et j'étais dur envers ces deux gars-là, j'ai dit,
j'ai dit à Carabine, j'ai dit, c'est comme une mauvaise entrée. C'est le premier combat de la carte principale. J'ai dit, le reste, les 4 autres combats sont tellement exceptionnels. Les 4 autres les 4 autres services, on dirait que le premier service, c'est comme, Puis finalement, Christy, il me l'a fait travailler, Dominique Reyes, avec un KO spectaculaire. Puis ça devient une histoire fantastique, celle de Dominique Reyes, avec cette performance-là. Oui, puis c'était quand même un combat qui était un peu intéressant parce que Krylov aussi, c'était un gros combattant. Mais Dominique Reyes, on l'a vu contre John Jones, c'était une guerre incroyable. Il avait fait son nom avec le combat contre John Jones. Depuis ce temps-là, il était sur une pente descendante, avait subi des gros KO. Là. Il a perdu contre John Jones en 2022, si je me trompe pas. Et puis, par la suite, il a subi le KO 2 fois. Même 2021. Après ça, il y a 3 KO de suite. Exactement. 3 KO consécutifs. Et là, réussi à remonter la pente. Et honnêtement, livre une belle performance. Pour vrai, le step back, parce qu'on appelle ça comme ça, c'était un step back. Il s'est reculé et envoyé son direct. C'était impeccable. A été dominant. Très, très belle performance de Dominique Reyes. J'avais dit à Max Carabine... j'avais fait le parallèle avec Alexander Gustafsson. J'ai dit, c'est comme si, quand tu passes, tu sors pas indemne d'une guerre contre John Jones. Quand tu passes proche de le battre, surtout, Gustafsson n'a pas été le même après sa guerre à Toronto il y a plusieurs années. A jamais été le même par la suite. A jamais passé proche d'obtenir un autre combat de championnat, vraiment. Puis j'étais en train de me dire, il se passe exactement la même chose avec Dominique Reyes. Puis là, finalement, Reyes, 4 défaites de suite. Défaite contre John Jones dans un combat serré que lui pense, que plusieurs personnes disent qu'il a peut-être gagné. Après ça, se fait passer 3 KO de suite, 2 ans d'absence. Puis depuis ce temps-là, il s'est recentré. Il revient avec 3 KO de suite. Donc ça devient, à 35 ans, une renaissance. Puis là, il est de retour dans le top 10. Puis là, il est peut-être à une victoire d'un autre combat de championnat. Wow. Donc, très belle histoire, très inspirant, ouais. Et on termine ça avec Danny Gay qui a battu Sean Woodson. Arrêt rapide. Arrêt rapide. Je suis d'accord. Oui, arrêt rapide. Là, encore là, on dirait que j'ai l'impression que j'ai envie de me faire l'avocat du diable aujourd'hui. Moi, je me dis. Il perdait quand même le combat. Woodson n'était pas il était pas en voie de gagner. Est-ce que l'arbitre s'est dit dans sa tête, écoute, là, je limite les dommages, clairement, ça va pas bien. Est-ce que l'arbitre a vu ça d'une autre manière qu'on a vu? C'est une possibilité. En tant qu'arbitre, des fois, tu vois le combat d'une certaine manière, tu vois les coups rentrer d'une certaine manière. Peut-être que tu te dis, je veux limiter les dégâts. Je le sais pas. Mais clairement, de l'extérieur, c'était un arrêt rapide. Là. Ça avait l'air très rapide. Je suis d'accord. Mais Danny Gay, comme il a dit après, il dit exactement comme tu viens de dire. Il faisait rien, il me touchait pas vraiment, il faisait juste se sauver. Puis moi, mes coups rentraient, je chantais la puissance. Tout ça. Donc, l'arbitre le sentait aussi potentiellement. Et Chase Hooper qui est allé chercher une grosse victoire contre Jim Miller. Donc, bien fait pour Hooper qui est à 5 victoires de suite. 8-3 à l'UFC. Il a seulement 25 ans. Donc, lui, il veut se battre contre un jeune la prochaine fois. Là, il vient de se payer Clay Guida et Jim Miller. Là, il se dit, ça me prend un gars de mon âge ou à peu près. Là, pour la suite. Mais en tout cas, belle performance pour lui. Ceux qui ne le connaissaient pas. C'est contrôlé au sol, Jim Miller. Oh oui. Faut que tu ailles du talent. Oui, et c'est ce qu'il a fait Chase Hooper. Exactement. OK. On en a parlé il y a 2 semaines, puis ça a été annoncé, mais l'UFC 316, donc celui d'après Montréal, ça va se passer à Newark, au New Jersey, le 7 juin. 2 combats de championnat chez les poids coqs, les 2 masculins. Merab Dvalishvili défend sa ceinture contre Sean O'Malley, donc chapitre 2 de cette rivalité. Et chez les dames, 135 livres féminins, Kayla Harrison contre Juliana Pena. Pourquoi on vous en parle encore? Parce qu'il y a eu conférence de presse juste avant l'UFC 314. J'ai assisté à ça et j'ai pu parler aux principaux combattants qui vont se battre au mois de juin. On va écouter tout d'abord ceux qui feront les frais de la finale. Merab Dvalishvili, Sean O'Malley. On écoute ce qu'il y avait à dire vendredi passé et on en discute tout de suite après. This time it's gonna be different fight because he's gonna change his plan, and then it's gonna be different fight because now he has nothing to lose. He's gonna come hard and trying to finish me, and that's all. Same for me. I'm looking for finishing, and people will enjoy this fight. It's gonna be different fight, good fight, and I'm ready for it. 12 wins in a row. Not to give any tips to anybody, but how can someone beat Merab Dvalishvili? I mean, is there a way to... Everybody tried, everybody failed. They have to train hard and, I don't know. Listen, I work hard, and I not only hard,
I work also smart. I'm getting better, and it's lots of experience. And I'm very confident. This every time I'm fighting, I'm learning more, and then I'm getting better. And I don't know. Listen, it's a fight. Everybody can beat everybody. Even I already beat Sean O'Malley. He can beat me too, but I gotta make sure not gonna let him do that. Merab was who I wanted. It's what I asked for. Very grateful to the UFC to give me that opportunity to go out there and fight for the title again. I know people, there are some critics out there on social media and stuff that think you should have another fight. The fact that Merab told everybody that he wants that fight as well, does that, I don't know, quiet all the critics? Probably not. I don't know. I mean, who else would Merab fight? Would people be excited for? I don't know. I don't really care. Like I'm laser focused on Merab going out there and performing on June 7th. That's what takes up my mind space right now, not what people think about it. We all know what he's gonna do, what his game plan is. We all know what he does well. He won 12 in a row, just like that. So you had a taste of it. What did you change to make sure that this time around it goes your way? I'm just grappling a lot of wrestling, a lot of grappling. That's it. Just grappling a lot. How tough is it to find training partner that can mimic him and push you as hard as he will be doing June 7th? I mean, Arizona's a mecca for training. It's like there's so many studs out there, and we have plenty of guys that are able to push the pace and give me good looks. Alors voilà pour les entrevues que j'ai réalisées avec Merab Dvalishvili et Sean O'Malley. Merab qui dit en gros que je lui ai demandé, parce qu'il y a 12 victoires de suite. Ouais. Vous avez vu sa réaction, j'ai dit là, on va pas donner de trucs, mais quand même, est-ce que c'est possible de te battre parce que tu sens même invincible? Puis là, rit un petit peu, puis il dit il faut qu'il travaille aussi fort que moi. Je travaille ultra fort, mais ça tend à un combat plus difficile. Ça tend, et O'Malley disait la même chose. Je lutte, je fais du grappling, je lutte. Je fais juste ça en Arizona, on est des bons lutteurs. J'ai pas le choix de trouver des gens qui vont me pousser aussi fort que Merab va me pousser pendant 25 minutes. On sent un Sean O'Malley beaucoup plus focus que la première fois, et on sent un Merab Dvalishvili qui le sait que ce sera peut-être pas aussi facile que la première fois, parce que il est allé lui voler sa ceinture, il dit toujours... J'y ai volé sa blonde, j'y ai volé sa ceinture, j'y ai volé son jacket, j'ai tout volé ce soir-là, au mois de septembre. Il le sait que ça sera pas aussi simple. Là. Non, ça sera pas simple. Puis, il mentionne, Sean O'Malley, qu'il a fait du changement dans sa vie, qu'il se tient loin, comme il l'a dit, des réseaux sociaux, qu'il est concentré. C'était un grand champion, Sean O'Malley. On le sait que Merab aussi, c'est un grand champion. Donc, c'était quand même un gros combat. OK, il y a eu une domination au niveau du grappling. Moi, je suis vraiment excité de voir les ajustements que Sean O'Malley va avoir fait. Est-ce qu'il va avoir eu des ajustements ou ça va vraiment être un copier-coller du premier combat? Ça me surprendrait. Je sens même Merab un peu nerveux. J'ai l'impression qu'il a 12 victoires consécutives. Il est pas stressé d'aller combattre contre Sean O'Malley, mais je sais qu'il appréhende ce combat-là de manière différente. Exact. C'est ce qu'on ressent. Et je pense qu'il aimerait... Merab se met peut-être une petite pression aussi de finir un combat avant la limite. Ça fait longtemps qu'il n'a pas fini un combat. Puis je pense qu'il aimerait ça rivaliser avec Sean O'Malley au niveau du striking, qui est dangereux. Si tu t'embarques dans cette guerre-là en étant Merab, en tout cas. Ouais, et défendre sa ceinture, parce que là, il a été champion, mais on le sait, en tant que champion, on se doit de défendre notre ceinture pour prouver notre règne en tant que champion. Ouais. Donc là, s'il perd sa ceinture automatiquement contre Sean O'Malley, ça va faire mal. Exact. Il l'a défendu une fois contre Nurmagomedov. Est-ce qu'il va être capable de c'est vrai, le refaire c'est vrai. contre... Non, mais tu sais... Bien mentionné. Mais ça a été pas difficile, parce qu'il il a perdu les 2 premiers rounds. Après ça a été une domination de sa part, mais... Clairement, veut garder cette ceinture-là. C'est ça. Autour de lui. Il veut un long règne. Ouais, il veut un long règne. Kayla Harrison, pour ceux qui la connaissent pas, c'est une ancienne double championne olympique de judo, ancienne double championne de la PFL également, qui vient de faire le saut à l'UFC. Juliana Pena a été championne par le passé, c'est une des plus grosses surprises de l'histoire en battant Amanda Nunes. Elle a perdu par la suite sa ceinture contre Nunes. Nunes a pris sa retraite. Pena est allée rechercher cette ceinture-là. Mais malgré tout, même si c'est elle la championne, Pena, elle est largement négligée contre Kayla Harrison en vue du duel du mois de juin. J'ai parlé aux 2 combattantes tout de suite après leur conférence de presse, et je sais pas si t'as vu ça, mais ça a été intense, la conférence de presse et tout ça. Donc, écoutons ce que les 2 avaient à dire.
Les émotions étaient quand même assez hautes là, lorsque je les ai rencontrés en arrière. I'm a tough customer, actually, and I am not an easy layup. I know that she thinks that I'm some cupcake that she's just going to steamroll over, but, you know, at the end of the day, she is just a little dog sitting on a tiny little porch, and now she's getting off the porch, taking her first step off the porch and rolling with the big dogs now. And I'm welcoming her into the division at 135 pounds for the first time for 25 minutes. So how is she going to beat me? She going to lay on top of me for 25 minutes? Good luck. She going to submit me? Not going to happen. She's definitely not going to knock me out. So, you know, at the end of the day, I feel really great about this fight. I think I know the answer, but does that bother you? That she's such a huge favorite in this fight, according to Vegas, and you're the underdog. You're the champion. You've got the belt. Absolutely not. It doesn't bother me at all. At the end of the day, I am always in an underdog position. That is kind of the name that has kind of like cemented my career. Nobody believed in me in The Ultimate Fighter. Nobody believed in me, you know, beating silver Olympic medalist Sarah McMahon. Nobody believed me in being able to beat Amanda Nunes. You know, it's kind of the way that people have pinholed me in this position where they never believe in me. But the thing that brings me the most joy in my life is proving people wrong. So I don't take it offensively at all. I relish in it. Yeah, I mean, I feel like Juliana is a big yapper. You know, she's a lot of bark, no bite. I was expecting that. She's got a chip on her shoulder, and it doesn't matter. On June 7th, we settle it. You're not bothered by the antics? Nah, it's like water off a duck's back. I don't care. And what do you make of Amanda Nunes' answer? I love to see that. You know, that's great. I agree. I think she retired too early, and she's the greatest of all time. So once I whoop Juliana, it'd be an honor for me to share the cage with her. Do you believe her that she would come back for a fight against you? I hope so. I hope if she said it, she must mean it. What do you expect against Juliana Pena? We know she's a brawler. She's a tough cookie. She's a tough customer. Yeah. You're very skilled and very favorite in this fight. So, but you cannot take her lightly, I guess. No. Everyone is tough until you beat them. I expect to go out there and dominate. I want to win by KO, TKO, or submission, but I'm preparing for 25 hard minutes. You know, 1 round at a time, 1 minute at a time, 1 exchange at a time, 1 breath at a time. I'm going to instill my will. La promotion de ce combat-là va être intéressante. C'est 2 filles qui sont capables de se vendre en plus. Là. Juliana Pena, tu sais, c'est ça. Et elle a raison. Fiche de 11-5. Elle a perdu par moment. Elle n'a pas été super active. Mais elle a réussi. À chaque fois que tout le monde doutait d'elle, elle a toujours réussi à revenir au sommet. Donc, elle expliquait là, qu'elle est vraiment pas insultée d'être une négligée, une underdog. Même que c'est dans ces conditions-là qu'elle performe le mieux. Et du côté de Kyle Harrison, elle dit, bon, elle jappe fort, mais elle mord pas. Elle n'a pas mes capacités athlétiques et tout ça. Donc, elle veut vraiment s'imposer contre elle. Et vous l'avez entendu, Amanda Nunes, qui était à la conférence de presse, qui par ailleurs sera intronisée cet été, mais on l'a annoncé le week-end dernier au Temple de la Renommée, a annoncé qu'elle allait revenir contre la gagnante de ce combat-là. Donc, soit ce sera une trilogie contre Juliana Pena ou un combat contre Kyle Harrison, c'est elle qui a la ceinture. Donc, les deux sont très, très, très excités par cette perspective-là d'affronter celle qui est considérée comme la meilleure de tous les temps, en plus. Oui, éventuellement, si on le sait que Nunes fait un retour, Nunes, c'est une des plus grandes combattantes, si c'est pas la plus grande combattante que l'histoire de l'UFC et peut-être des arts martiaux mixtes a eu. C'est un combat qui est très relevé, je trouve, Pena contre Harrison, parce qu'on le sait que Pena a un bon jiu-jitsu brésilien, elle se défend bien avec le jiu-jitsu brésilien. J'aurais tendance à penser qu'Harrison voudrait utiliser sa lutte dans ce combat-là. Je pense aussi. Donc vraiment, par contre, de l'autre côté, on a Amanda Nunes qui a, si je me trompe pas, 13 KO à sa fiche, qui est une cogneuse hors pair, qui a une bonne lutte aussi. Donc je trouve ça beau de voir le triangle que ça fait. Puis je souhaite vraiment un retour de Nunes qui va affronter la grande gagnante. Là. Et enfin, cette division-là est intéressante. Oui. Ça a été une domination totale d'Amanda Nunes pendant si longtemps. Il n'y avait personne d'autre en dessous d'elle. Et là, il est parti. Pena, mais en dessous de Pena, il n'y avait pas grand-chose. Là, l'arrivée d'Harrison et le retour de Nunes, ça crée, comme tu dis, un triangle intéressant avec des combats potentiellement super explosifs au cours des prochains mois, prochaines années. Mais ça commence par Pena-Harrison le 7 juin prochain à l'UFC 316. Donc voilà pour les entrevues que j'ai réalisées. On va prendre un petit 3 minutes pour faire le tour des actualités, chers amis. Rumeurs, échos, coulisses, les plus récentes nouvelles. Le hype UFC.
Première chose très rapidement, l'arrivée d'Aaron Pico, ancien de Bellator, qui a signé à l'UFC officiellement la semaine dernière. Un autre gars chez les 145 livres, là, et on voulait le mettre contre Evloev en partant. Evloev a finalement refusé. Ça aurait été une grosse commande contre Evloev en partant. Evloev sait aussi que c'est peut-être dangereux de. Tu sais, il est très talentueux, Pico. Ouais. Évidemment, il y a eu quelques ses débuts ont été déraillés. Ça a été déraillé à ses débuts. Il est arrivé à Bellator pour la petite histoire comme étant peut-être. On disait de lui, c'était le plus bel espoir de tous les temps en arts martiaux mixtes. C'était un gars qui était ultra talentueux. Il est arrivé très, très jeune. Puis en partant, il a perdu rapidement. Donc, il a fallu qu'il regravisse les échelons et tout ça. Je pense qu'on va lui donner peut-être un gars du top 15 en partant pour qu'il intègre les classements. On verra qu'est-ce qu'il y a dans le ventre aussi. Il a une bonne tête sur les épaules. J'ai parlé. Son héros, c'est Georges Saint-Pierre, en fait. Wow! Ouais. Donc, il est arrivé là avec son beau veston, son beau suit. Puis il dit, je m'habille comme ça pour mes conférences de presse. Puis, à cause de Georges, il m'a toujours montré l'exemple. Il a toujours eu le respect envers ses adversaires, envers son métier, envers les fans en arrivant comme ça. Donc, il veut un petit peu imiter le grand Georges. Puis, moi, la grosse nouvelle, et tu connais mon intérêt pour ça, les histoires un petit peu économiques, là, mais le 15 avril, donc il y a 2 jours, c'est la fenêtre exclusive de négociation pour les droits télé de l'UFC avec ESPN. C'est terminé. Ouais. Donc, ESPN avait des droits exclusifs de négociation et en venir à une entente avant le 15 avril. On n'a pas réussi à en venir à une entente à ce moment-là. Honnêtement, là, à ce stade-ci, je vois pas comment l'UFC irait pas chez Netflix l'année prochaine, en 2026. C'est quand même une grosse nouvelle. Là. Énorme. Donc, les pay-per-view... Ça, c'est des gros points d'interrogation parce que tu sais qu'avant le deal avec ESPN, l'UFC distribuait ses propres pay-per-view. En fait, il y avait 13 galas par année qui étaient distribués exclusivement par l'UFC via la télé à la carte. Là, finalement, ils ont vendu le modèle télé à la carte à ESPN, donc aux États-Unis, là, bien sûr. Pour acheter le pay-per-view, il faut passer par la plateforme d'ESPN. Donc ça, c'était payant pour ESPN encore plus parce que tu attires les gens pour les galas réguliers, tu attires les gens pour les sous-cartes, des pay-per-view, mais il faut qu'ils passent par ta plateforme aussi pour acheter le pay-per-view. Mais là, de plus en plus, on se dit, est-ce que le modèle pay-per-view est révolu? Ouais. Et tu as vu ce que Netflix a fait avec Jake Paul, Mike Tyson. Ça a été gros combat. On aurait pu vendre ça pay-per-view, mais on a décidé de le rendre disponible avec l'abonnement régulier Netflix. Donc, est-ce qu'on va faire ça aussi? Ou est-ce qu'on va créer un type d'abonnement spécial, disons une surprime de 5$ par mois pour ceux qui veulent avoir accès à ce gros gala mensuel, avec les combats de championnat et tout ça. Fait que le modèle est peut-être complètement à revoir. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, chez nous, au Québec? Pour l'instant, pas grand-chose, dans le sens où, avec TVA Sport, le deal est bon jusqu'en fin 2026, plus 2 années d'option. Okay. Donc, potentiellement jusqu'en 2028. Même chose avec Sportsnet. Mais est-ce que par la suite, Netflix, on sait que Netflix, ça te donne accès à tout, au monde entier. Ouais. Donc, est-ce que les réseaux régionaux ou nationaux comme Sportsnet, TVA Sport, TNT en Angleterre, Canal+ en France, tout ça, est-ce que c'est voué à mourir, ces deals-là, à petit feu? Là? Quand ils vont être expirés, on va pas les renouveler pour tout envoyer ça sur Netflix pour une distribution globale. Bonne question. Ça va être à suivre. Pour ceux qui s'intéressent, en tout cas, on n'a pas fini d'en entendre parler. ESPN a dit on n'a pas encore perdu espoir qu'on peut s'entendre parce qu'ils sont encore dans la course pour négocier, même si la différence c'est que Netflix est terminée, là. Netflix peut l'UFC peut négocier avec d'autres, avec n'importe qui d'autre. Okay. Amazon, Apple, Fox Sports, je veux dire, il y a tous les réseaux. Ouais. On parle d'HBO, Warner Brothers, on parle en tout cas, bref. À suivre donc. Mais voilà, pour les nouvelles économiques de l'UFC, j'espère que je ne vais pas trop ennuyer. Non, c'est pas ennuyant du tout, c'est vraiment important. Puis tu te tiennes au courant de ce qui se passe. J'aime ça, moi, que tu m'en parles parce que je suis moins au courant que toi, puis tu me renseignes. Excellent. Merci à tous. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à communiquer avec nous sur les médias sociaux avec le White Lion, Yohan Lennes. Et je suis facile à trouver sur X ou sur Instagram. Je m'appelle Ben Baudouin. Au nom de toute l'équipe ici à Cube Radio, merci énormément et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre SOS Podcast. Ciao mon chum. Ciao, merci.